On a trop souvent tendance à pointer du doigt les individus. Mais la vérité, c'est que ce ne sont pas les gens qui échouent. C'est le système qui décroche. Ce que nous vivons aujourd'hui ne ressemble ni à une simple inflation, ni à une récession classique, ni même à un problème de gestion personnelle. C'est autre chose. C'est le moment précis où le travail cesse de remplir sa mission. Là où manger devient un privilège, se loger une solution provisoire, et où survivre passe presque obligatoirement par l'endettement. Partout aux États-Unis, des personnes actives, diplômées, avec des familles, des agendas remplis et des responsabilités, abandonnent en silence. Pas par manque de volonté, pas par paresse, mais parce que l'effort n'ouvre plus aucune porte. Quand faire ses courses devient une épreuve mentale, quand même 4 sources de revenus ne suffisent plus, quand certains choisissent de vivre dans leur voiture pour tenir le coup, on ne parle plus d'un ralentissement économique. On parle d'une société qui commence à douter profondément d'elle-même. Et contrairement à ce que l'on croit, le système ne se fissure pas d'abord à Wall Street, ni dans les statistiques immobilières, ni dans les rapports gouvernementaux. Il se brise à l'endroit le plus basique, le plus vital, la survie. La nourriture. Les courses alimentaires sont le premier signal d'alerte, le plus clair, le plus brutal. Parce qu'on ne peut ni les reporter, ni les réduire indéfiniment, ni les justifier par un discours rationnel. On peut attendre pour acheter une maison. On peut repousser des soins médicaux. On peut différer des réparations. Mais on ne négocie pas avec la faim. Dès que les prix de l'alimentation se détachent des salaires, la réalité s'impose sans filtre. Ces dernières années, les produits alimentaires ont augmenté de 25 à 30%, pendant que les salaires médians, eux, stagnaient quasiment en valeur réelle. Le résultat n'est pas un simple inconfort. C'est une pression constante. Les foyers encaissent le choc en puisant dans leur épargne, en supprimant l'essentiel ou en s'endettant. Voilà pourquoi l'inflation alimentaire fait plus mal que celle du logement. Elle attaque le flux de trésorerie, pas le patrimoine. Elle frappe chaque semaine, pas dans 10 ans. La nourriture révèle aussi l'illusion d'une inflation optionnelle. On peut arrêter de voyager, résilier des abonnements, réduire certains loisirs. Mais on ne peut pas arrêter de manger. Quand les produits du quotidien franchissent des seuils psychologiques, des œufs à 5 $, des céréales à 7, du bœuf haché à 10, les gens ne se sentent plus simplement serrés financièrement. Ils se sentent trahis. Et ce basculement émotionnel est fondamental. Quand la confiance dans les prix de base disparaît, elle s'effondre partout ailleurs. C'est pour cela que l'inflation alimentaire est un indicateur avancé, pas un retardataire. Elle révèle que les salaires ont perdu leur fonction. Dans une économie où le revenu moyen tourne autour de 66 000 $, alors que le coût annuel réel de la vie frôle les 80 000, la nourriture devient le premier poste à exposer le décalage. Non pas parce qu'il est le plus élevé, mais parce qu'il est impossible à éviter. La réaction des ménages a changé. On ne parle plus seulement de réduire les dépenses, plaisir. On parle de substitution et de renoncement. Marque moins chère. Quantité réduite. Moins de sorties. Puis moins de repas. Point final. Quand manger entre en concurrence directe avec l'essence, le loyer ou l'électricité, le système a déjà échoué, même si les indicateurs officiels prétendent le contraire. Et cette pression ne s'arrête pas là. Les prix alimentaires augmentent en même temps que l'énergie, les transports, les assurances, les loyers. Un foyer qui encaisse 150 à 300 $ de dépenses alimentaires supplémentaires par mois ne s'ajuste pas une seule fois. Il s'adapte durablement. Cette nouvelle norme écrase tout le reste. C'est ici que le déni disparaît. On peut ignorer les titres économiques. On ne peut pas ignorer un ticket de caisse. Les supermarchés ne vendent ni optimisme, ni promesses, ni narratifs rassurants. Ils affichent des totaux. Et quand ces totaux n'ont plus de sens, la confiance s'érode, lentement mais définitivement. Et ce n'est que le début. Parce que lorsque la nourriture révèle que les salaires ne suffisent plus, la conclusion devient inévitable. Si les revenus ne couvrent plus les besoins essentiels, alors le travail lui-même perd sa raison d'être. Cette prise de conscience ne reste pas confinée aux rayons alimentaires. Elle s'étend au logement, à la santé, au travail, à la dette. L'alarme ne hurle pas. Elle sonne chaque semaine à la caisse. En théorie, quand la nourriture révèle un manque, le travail est censé combler l'écart. C'est la promesse du système. Mais aujourd'hui, l'emploi ne corrige plus la fracture. Il la confirme. Au début, on pense qu'un meilleur salaire réglera le problème. Mais cette illusion s'effondre rapidement. Les « bons emplois » existent toujours sur le papier. Titres prestigieux, diplômes, salaires, avantages. Ce qui manque, c'est le pouvoir d'achat. Depuis plus de 10 ans, les salaires progressaient lentement pendant que les coûts s'accéléraient. Depuis 2020, ce déséquilibre a explosé.
Les salaires réels ont reculé de 10 à 15% selon les niveaux de revenus, pendant que les dépenses essentielles grimpaient bien au-delà. La conséquence est simple, le revenu ne se transforme plus en stabilité. C'est là que les licenciements entrent en scène. Pas comme un choc soudain, mais comme un accélérateur. En 2024 et 2025, plus d'1 million de suppressions de postes par an, concentrées dans des secteurs autrefois considérés comme sûrs. Technologie, finance, services professionnels, médias, logistique. Ce ne sont pas des ajustements conjoncturels. Ce sont des transformations structurelles. Les entreprises réduisent leurs effectifs tout en affichant des marges records. Le travail est devenu un coût à compresser, non plus un moteur de croissance. Et cela change tout. La progression salariale ne ralentit pas seulement, elle recule. Les licenciements affaiblissent le pouvoir de négociation, banalisent la précarité et dégradent la qualité de l'emploi. Même ceux qui restent en poste le ressentent immédiatement. Augmentation gelée, primes supprimées, horaires instables, sécurité de l'emploi virtuel. L'alerte des courses se transforme alors en problème de salaire. Pas parce que les fiches de paie disparaissent, mais parce qu'elles ne suivent plus. Faisons le calcul. Un revenu moyen de 66 000 $ devient environ 54 000 à 56 000 après impôts et prélèvements. Face à cela, le loyer, les assurances, les transports, les charges fixes absorbent l'essentiel. Ce qu'il reste ne suffit plus à encaisser la hausse des prix sans recourir à la dette. Voilà pourquoi, aujourd'hui, l'emploi ne rassure plus. Il ne protège plus. Et surtout, il ne garantit plus l'essentiel. Aujourd'hui, le système ne joue plus son rôle d'amortisseur. Il ne protège plus contre les chocs, il les propage. Et les licenciements massifs ne font qu'aggraver cette dynamique, en faisant voler en éclats une croyance profondément ancrée depuis des décennies. Travailler dur, accumuler de l'expérience, monter les échelons. Cette trajectoire-là n'existe plus. Le marché du travail ressemble désormais à un entonnoir. Saturé à la base, extrêmement étroit au sommet, avec des sorties latérales imprévisibles. Quand les entreprises réduisent leurs effectifs, les salariés ne progressent pas, ne se repositionnent pas, ils reculent. Et ce basculement explique le changement psychologique que l'on observe partout. La peur n'est plus de perdre du confort ou des extras. La peur, aujourd'hui, c'est de perdre sa fonction. Un emploi qui ne garantit ni un toit stable, ni une alimentation sécurisée, ni l'accès aux soins n'est plus une carrière. C'est une exposition permanente au risque. Et quand les travailleurs réalisent que des années d'efforts peuvent disparaître en un email, la motivation s'effondre. Pas par fainéantise, par perte de sens. La productivité baisse parce que la promesse du système n'est plus crédible. À partir du moment où le revenu devient instable, le logement suit immédiatement. C'est là que l'échec du travail devient visible, tangible, presque physique. Le logement ne représente plus un socle. Il devient un calcul. On ne se demande plus où vivre, mais comment tenir. Dans des villes comme Los Angeles, San Francisco, Miami, New York ou Austin, les loyers ont explosé. Dans de nombreux quartiers, ils ont augmenté de 30 à 50% en quelques années. Des appartements qui coûtaient autrefois entre 1200 et 1500 $ se négocient désormais à 2000, 2500, parfois 3000 $ ou plus. Et ce phénomène ne se limite pas aux grandes métropoles. Les banlieues et les marchés secondaires suivent la même trajectoire, portés par la rareté de l'offre et la pression des investisseurs. On entre alors dans ce que l'on pourrait appeler une géométrie de survie. Les coûts du logement ne sont plus alignés sur les revenus. Ils deviennent des contraintes absolues qui dictent chaque décision financière. Pour louer un simple 2 pièces, les standards exigent désormais de gagner 2 à 3 fois le loyer mensuel. Une exigence irréaliste dans un contexte de salaire figé et de licenciements généralisés. Résultat, de plus en plus de foyers vivent au bord du seuil de rupture. Un imprévu minime suffit à faire s'effondrer tout l'équilibre. Le système réclame des revenus plus élevés précisément au moment où les revenus deviennent plus incertains. Les renouvellements de bail arrivent avec des hausses avant même que la situation ne se stabilise. Les nouvelles annonces affichent des prix supérieurs à ce que les locataires peinaient déjà à payer. Chaque budget est compressé, sans aucune marge pour l'urgence. Contrairement à d'autres dépenses, le logement ne se découpe pas. On ne peut pas acheter la moitié d'un toit. Le paiement doit être intégral, chaque mois, où les conséquences sont immédiates. La propriété, autrefois perçue comme une échappatoire, stabilité, patrimoine, sécurité, n'offre plus le même refuge. Dans des villes comme Phoenix, Tampa, Denver ou Charlotte, les prix de l'immobilier ont bondi de 30 à 60%. Pour les primo-accédants, l'apport initial est devenu un mur infranchissable. Et même lorsqu'un achat est possible, la propriété est désormais synonyme de volatilité. Les taxes foncières évoluent, les assurances augmentent, et les réparations arrivent sans prévenir.
Une panne de climatisation, un problème de plomberie ou un défaut structurel peut coûter entre 10 000 et 25 000 $. Dans un contexte où l'épargne liquide est rare, ces chocs déstabilisent tout. C'est pour cela que les décisions liées au logement ont changé de nature. On ne choisit plus un quartier pour ses écoles, ses commerces ou son cadre de vie. On le choisit pour sa compatibilité avec la trésorerie. Logement plus petit, colocation, habitat partagé, longue distance domicile-travail, solutions temporaires et réversibles. Le logement devient modulaire, provisoire, adaptable, mais jamais serein. Ce glissement fragilise les communautés. Les projets à long terme disparaissent. La construction familiale est repoussée, parfois abandonnée. Et l'impact psychologique est profond. Quand le toit n'est plus sûr, on commence à se sentir provisoire dans sa propre existence. La stabilité qui soutenait les carrières, les relations et la santé mentale se fissurent. Et lorsque le logement perd sa stabilité, tout le reste se réorganise autour de cette fragilité. Les choix professionnels changent. La santé mentale se dégrade. Les horizons temporels se rétrécissent. On ne planifie plus sur 5 ans. On pense au prochain bail. Et quand le logement devient une contrainte plutôt qu'un statut, la survie exige plus d'un revenu, plus d'un emploi, plus d'une stratégie. Le logement ne se contente plus de subir la pression économique. Il l'amplifie. Puis vient le dernier étage de la fragilité, la santé. Et c'est souvent là que la situation devient irréversible. Les dépenses médicales n'arrivent pas progressivement. Elles frappent d'un coup. Et dans un système déjà tendu, ces chocs ne sont pas des alertes, ce sont des coups près. Aujourd'hui, la santé ne protège plus. Elle expose. Les primes d'assurance ont augmenté bien plus vite que les salaires. En quelques années, les plans employeurs comme les assurances individuelles ont vu leur coût grimper de 20 à 40%. Pour de nombreux foyers, la prime mensuelle équivaut désormais à un crédit automobile, entre 6 cents et 1200 $, avant même d'avoir consulté un médecin. Et ce montant ne garantit pas la sécurité. Il donne seulement accès au système. Les dégâts commencent après. Franchise de 5 000 à 9 000 $, coassurance qui reporte le risque sur le patient, plafond annuel qui se réinitialise discrètement. Être assuré ne protège plus contre le choc financier. Cela le retarde. Les soins deviennent un problème de timing, pas une solution. Et ce stress est directement lié à l'instabilité du logement. Quand le loyer absorbe l'essentiel du revenu, il ne reste aucune réserve pour un événement de santé. Une seule urgence peut engloutir toute la marge financière d'une année. La dette médicale devient inévitable avec ses conséquences. Recouvrement, dégradation du crédit, saisie potentielle. L'âge aggrave encore la situation. Les travailleurs trop jeunes pour Médicare mais trop âgés pour absorber les hausses de primes se retrouvent au bord du précipice. Les aides diminuent avant que l'éligibilité à la retraite n'arrive. Les coûts explosent du jour au lendemain. Et les choix deviennent impossibles, se soigner ou se loger. Ce n'est pas une erreur individuelle. C'est un abandon structurel. La santé renforce aussi la peur liée à l'emploi. Le travail n'est plus seulement une source de revenus. Il devient une condition de survie. Perdre son emploi, ce n'est pas seulement risquer son logement, c'est risquer l'accès aux soins. Cela enferme les individus dans des postes instables, bloque la mobilité et alimente l'épuisement. Le marché du travail se transforme en prise d'otage médicale. C'est pour cela que la santé ne vide pas seulement les comptes. Elle détruit la confiance. Les gens retardent les soins. Ils rationnent les traitements. Ils vivent avec des problèmes non traités jusqu'à ce qu'une urgence les y contraigne. Et le prix à payer arrive plus tard, plus élevé, avec des conséquences plus lourdes. Quand la santé devient conditionnelle, la survie exige alors quelque chose de plus dangereux encore que la flexibilité du travail ou du logement, la dette. À partir de ce moment, le système franchit sa dernière ligne. Les soins médicaux ne fragilisent pas l'économie lentement. Ils la sectionnent net. Quand la liquidité disparaît, la dette prend le relais comme nouveau système sanguin. Et là, le basculement est clair. Le crédit ne sert plus à améliorer le niveau de vie ou à lisser le temps. Il devient l'outil qui permet de manger, de se loger, de fonctionner. La dette cesse d'être un choix. Elle devient biologique. Ce changement est massif. La dette des ménages américains dépasse désormais les 18 000 milliards de dollars, dont plus de 1300 milliards rien que pour les cartes de crédit. Mais plus que le montant, c'est la nature de cette dette qui alarme. Il ne s'agit plus d'investir dans l'avenir. Il s'agit de combler des trous que le revenu ne couvre plus. Courses alimentaires, factures d'énergie, assurance, loyer incomplet, des dépenses autrefois réglées par le salaire sont désormais financées à crédit. Le système appelle cela de la flexibilité. En réalité, c'est la transformation de la survie en passif à intérêt.
Carte de crédit à 20 ou 30%, paiement fractionné, solution de financement à court terme remplace les salaires défaillants. Ce qui ressemble à de la consommation est en réalité une insolvabilité différée. Chaque paiement repousse le problème, en y ajoutant des frais, du stress et du risque. C'est là que le « acheter maintenant, payer plus tard » cesse d'être un outil marketing pour devenir un signal économique. Quand une part croissante de la population finance sa nourriture, ses produits de base et ses factures, cela signifie une chose claire, la trésorerie a échoué. Aujourd'hui, près d'un Américain sur 4 utilise des paiements fractionnés pour acheter de la nourriture. Et ça, ce n'est pas de la confiance des consommateurs. C'est un signal d'alarme. Ce que nous vivons aujourd'hui porte un nom simple, mais lourd de sens, l'épuisement des consommateurs. Et le danger s'accélère. Parce que survivre à crédit n'a aucun avantage caché. Aucun actif ne se crée. Aucune productivité n'émerge. Aucun futur ne se construit. Chaque euro emprunté sert uniquement à maintenir le présent à flot, tout en affaiblissant demain. Contrairement au cycle classique du crédit, il n'y a pas de phase de rebond intégrée ici. Le remboursement suppose une croissance des revenus qui n'existe tout simplement plus. Et c'est là que tout se reconnecte au marché du travail. Les licenciements se multiplient, les horaires deviennent instables, mais les mensualités, elles, restent fixes. Les revenus fluctuent, les paiements non. Et dès qu'un retard apparaît, la mécanique s'emballe. Pénalité, hausse de taux, dégradation du score de crédit. Le crédit ne fait plus le lien entre deux périodes. Il devient une cage. Une fois les soldes élevés, l'accès au crédit bon marché disparaît. Les ménages se retrouvent enfermés dans des dettes coûteuses, sans issue claire. Et c'est exactement pour cela que les données économiques donnent une illusion trompeuse. La consommation semble tenir bon. Les ventes restent élevées. Mais uniquement parce que la dette masque la contraction réelle. L'épargne s'effondre pendant que les dépenses continuent. Ce qui ressemble à de la demande est en réalité de l'effet de levier. Le système brûle la consommation future pour préserver l'apparence de stabilité aujourd'hui. Sur le plan psychologique, le basculement est profond. Quand la dette sert à survivre, le comportement change. On ne pense plus en années, mais en échéance. Chaque décision devient réactive. Le stress ne vient pas de l'excès, mais des chiffres. Quand chaque mois commence déjà en déficit, l'optimisme devient absurde. Cette pression déborde ensuite sur le logement et la santé. Le loyer devient plus difficile à payer parce que les mensualités de crédit absorbent la trésorerie. Les soins médicaux sont repoussés parce que les cartes sont déjà saturées. Le système se resserre de tous les côtés, sans aucune soupape de sécurité. À grande échelle, cela devient un risque systémique. Les prêteurs supposent une stabilité de l'emploi qui n'existe plus. Les défauts ne montent pas lentement. Ils arrivent en grappe. Et quand trop de ménages atteignent le point de saturation en même temps, le crédit se contracte brutalement. Les plafonds baissent. L'accès disparaît. Les outils mêmes qui permettaient de tenir se retirent au pire moment. C'est l'inversion finale. La dette, autrefois vendue comme un levier d'émancipation, devient la preuve visible de l'effondrement. Une économie dans laquelle des millions de personnes doivent emprunter pour manger ne progresse pas. Elle se consomme elle-même. Et lorsque la survie dépend du crédit plutôt que du revenu, une dernière transformation s'opère. Les gens cessent de désirer. Ils cessent d'acheter par envie. Ils cessent de croire. La demande ne faiblit pas seulement, elle s'éteint émotionnellement. La dette maintient le corps en mouvement, mais elle tue l'avenir. Le plus dangereux n'est pas un effondrement brutal, mais un effondrement par indifférence. La demande ne disparaît pas d'un coup. Elle s'érode de l'intérieur. D'abord on coupe les extras. Puis on reporte. Puis on ne s'y intéresse plus. Les chiffres de vente peuvent encore tenir, mais le sens a disparu. L'économie de consommation ne cale pas parce que les gens ne peuvent plus acheter. Elle cale parce qu'ils n'en ont plus envie. Et ça se mesure. Le taux d'épargne personnelle est tombé autour de 3 à 4%, proche de ses plus bas historiques, pendant que le crédit renouvelable explose. Les consommateurs dépensent sans marge, sans filet, sans espoir. Les prix restent élevés, mais les volumes stagnent. Les entreprises ne baissent pas vraiment les prix. Elles réduisent les quantités, dégradent la qualité, forcent le financement. Et cela accélère le rejet au lieu de la reprise. Voici le lien clé. La survie à crédit reprogramme la psychologie. Quand chaque achat est associé à des intérêts, des échéances et du stress futur, la récompense disparaît. Le circuit du plaisir se brise. On ne ressent plus de satisfaction, seulement du calcul. Chaque transaction rappelle la fragilité. C'est pour cela que les hausses de prix provoquent désormais de l'apathie plutôt que de la colère.
Quand un repas de fast-food atteint 40 ou 50 dollars pour une famille, quand un restaurant banal dépasse 25 dollars par personne, quand des produits sont soldés, après avoir été artificiellement gonflés, les consommateurs ne protestent pas. Ils se détachent. Le prix ne semble pas seulement élevé. Il paraît insultant. Et c'est là que tout se joue. L'effondrement de la demande n'est pas qu'une question de revenus. C'est une question de confiance. Confiance dans la valeur des prix. Confiance dans le lien entre effort et amélioration. Confiance dans le fait que participer en vaut la peine. Une fois cette confiance brisée, les consommateurs se retirent intérieurement, même s'ils sont encore physiquement présents. Les centres commerciaux restent ouverts. Les restaurants fonctionnent. Mais l'intention a disparu. C'est aussi pour cela que les discours classiques de relance échouent. Baisse des taux, chèques, aides temporaires. Tout cela suppose que les consommateurs attendent simplement un signal pour revenir. Ce n'est pas le cas. Ils se replient. Quand travail, logement, santé et crédit semblent tous jouer contre eux, la consommation devient défensive. On ne cherche plus le plaisir, on limite les dégâts. Les secteurs du luxe et du discrétionary sont touchés en premier. Puis le milieu de gamme. Ensuite le marché de masse. Et même les produits essentiels rencontrent une résistance, via la substitution, le report ou la réduction pure et simple. C'est ainsi que l'inflation se transforme en contraction sans que les prix ne baissent immédiatement. L'économie devient à la fois chère et vide. Les entreprises se trompent souvent à ce stade. Elles pensent faire face à un problème de marketing. Plus de promotion, plus de personnalisation, plus d'urgence. Mais l'urgence ne fonctionne pas sur des consommateurs épuisés. Quand la pression est déjà maximale, elle repousse au lieu de convaincre. Ce blocage émotionnel explique aussi le paradoxe des titres. Marché financier au plus haut, morale des consommateurs au plus bas. Les marchés évaluent la liquidité et les marges. Les gens vivent les coûts et le stress. Ces deux réalités peuvent diverger un temps, mais jamais durablement. Quand la demande s'éteint émotionnellement, un effet secondaire apparaît, la perte d'identité. Pendant des décennies, consommer était une façon de mesurer le progrès. Une meilleure maison, une meilleure voiture, de meilleures expériences. Quand cette échelle disparaît, l'ambition se fige. La maintenance remplace l'aspiration. À ce stade, la participation devient optionnelle. Et c'est le seuil final. Les gens ne cherchent plus à optimiser leur place dans le système. Ils se demandent s'ils veulent encore y rester. 3 chemins émergent alors. Sortir, s'échapper ou céder. Sortir est la réponse la plus nette. Elle apparaît chez ceux qui conservent mobilité, compétence ou épargne. Quand le coût de rester dépasse celui de partir, la géographie devient une stratégie. Le calcul n'est ni idéologique ni émotionnel. Il est mathématique. Santé, logement, sécurité, qualité de vie sont comparés aux revenus, aux impôts et au stress. Quand 80 000 ou 100 000 dollars suffisent à peine à survivre ici, alors qu'un revenu bien inférieur ailleurs permet de retrouver de la stabilité, la loyauté disparaît. S'échapper prend une autre forme. Elle est intérieure. Les gens restent, mais se retirent. Vie plus petite. Moins d'obligations. Moins de consommation. Plus d'informel. Ce n'est pas de la paresse. C'est de la gestion du risque. Quand un système punit la participation, on minimise la participation. Le troisième chemin, c'est la rupture. Quand ni la sortie ni l'échappatoire ne sont possibles, la pression s'accumule. Le stress devient chronique. La santé mentale et physique se dégrade. La confiance sociale s'effrite. Les institutions perdent leur légitimité. Le système ne s'effondre pas en un instant. Il s'use sous une charge constante. Ces trajectoires ne sont pas morales. Elles sont structurelles. Les économies façonnent les comportements. Quand les incitations récompensent le retrait, les gens se retirent. Quand l'effort n'apporte plus de sécurité, l'effort est rationné. Ce n'est pas une révolte. C'est une adaptation. Les chiffres confirment la direction. Environ 70% de l'activité économique repose sur la participation des consommateurs. Et cette participation suppose une croyance. Progrès, stabilité, récompense. Quand cette croyance disparaît, les modèles de croissance cessent de fonctionner. Le crédit se contracte. Les défauts augmentent. Les États répondent par plus de dettes, portant les engagements publics à des niveaux records, avec des coûts d'intérêt qui menacent de dépasser 1000 milliards par an. Chaque intervention achète du temps, mais fragilise l'ensemble. Et c'est là que l'illusion de contrôle se brise. Les politiques publiques nécessitent de l'engagement. Les impôts nécessitent des revenus. Le travail nécessite de l'espoir. Quand trop de personnes se retirent en même temps,
le système ne s'écroule pas. Il se fige. Les conséquences sociales suivent. Moins de familles. Moins de naissances. Moins de transmission de compétences. Plus d'informels. La confiance se replie dans des cercles restreints. Les grands systèmes dépendent de l'échelle. Les individus retournent à ce qu'ils peuvent maîtriser. Ce retrait est silencieux. Et c'est précisément ce qui le rend dangereux. Les crises précédentes ont détruit de la richesse. Celle-ci détruit la croyance. La richesse peut être reconstruite. La croyance, non. Une fois que les gens concluent que l'avenir ne récompensera plus le sacrifice, le contrat est rompu. Il ne reste alors que des choix étroits, s'adapter radicalement, partir complètement, ou encaisser jusqu'à la rupture. Ce n'est pas un scénario futur. C'est un état présent. Et aucun système ne survit longtemps quand les gens cessent de croire qu'ils méritent d'être maintenus.